Bienvenue sur Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture et lecture du Trône de Fer ou Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 39, soit le 10e chapitre des Dardes. Alors, on va pas vous cacher avec Guillaume que du coup, on a eu un problème lors de l'enregistrement de ce premier épisode. Encore. Et donc, qu'actuellement, on en est à quel... actuellement, on enregistre en fait les derniers chapitres du bouquin. On en est où, si vous voulez, peut-être à l'avant-dernier de Daenerys, si vous voulez un repère. Donc, c'est vrai qu'on a avancé pas mal. On doit être au 66e chapitre, quelque chose comme ça. 65, je crois. Ouais. Donc, il y a du temps qui en a passé, mais bon, au moment où du coup on doit le sortir, du coup on s'est rendu compte qu'il y avait un problème sur le fichier, et du coup on est obligé de le réenregistrer. Donc c'est sûr qu'il y aura pas, on essaiera toujours de faire une analyse, mais par rapport à certains trucs, je pense que Guillaume est déjà au courant ou on a déjà discuté plus en amont en fait. Donc c'est sûr que il y aura forcément des sujets de discussion, on n'aura pas un oh mon Dieu, mais que fait-il? Que peut-on théoriser? Voilà, il y aura pas ça. Mais vous l'aurez compris, je suis toujours avec Guillaume en tout cas. Toujours là. Et puis Baby, commençons à parler de ce chapitre, reparler de ce chapitre Guillaume. Ok, donc je vais sortir mon résumé que j'avais fait pour l'épisode initial. Donc c'est parti. Dans ce chapitre, on retrouve Ned qui, à peine réveillé de son coma, après un rêve concernant son affrontement contre 3 membres de la garde royale d'Aerys, Robert lui demande de faire relâcher Tyrion et de faire la paix avec Jaime, mais Ned refuse, et Robert apprend aussi la raison pour laquelle Ned sortait d'un bordel avant de confronter Jaime. Ned va chercher à discuter plus longtemps avec Robert, mais Robert, lui, n'est pas d'humeur à la discussion et acceptera de parler une fois son retour de sa partie de chasse. Et juste avant de partir, Robert redonne l'insigne de la main du roi à Ned, et il a intérêt à reprendre ses fonctions, sans quoi Jaime deviendra la future main du roi. Alors, le chapitre débute par un rêve d'Eddard Stark, mais avant de parler de ce rêve, je tenais à dire que ce chapitre était, peut-être, l'un des plus intéressants, l'un des plus intrigants, et l'un des plus importants de ce tome. Mais moi, personnellement, j'adore ce chapitre, et si je devais faire un top dans ce bouquin, en tout cas dans Game of Thrones, je pense qu'il ferait forcément partie du top 3. Parce que je le trouve très beau, je le trouve très fort, donc c'est vraiment un chapitre que j'affectionne particulièrement. Mais revenons à ce fameux rêve. Il y est d'abord question de 3 cavaliers portant des manteaux blancs, donc des membres de la garde royale. Il est aussi question de la couche de Lyanna Stark, la sœur de Ned, et une certaine tour ruinée d'après ce que l'on lit. Alors la couche de Lyanna Stark, je crois qu'il est marqué qu'elle c'est une couche sanglante, je crois, c'est ça le terme désigné. Ouais, je crois aussi. Une phrase nous indique qu'ensuite que ce rêve n'est pas qu'un simple rêve, mais plutôt un souvenir. La phrase c'est, je crois, c'est à ses côtés, chevauché dans son rêve, ainsi qu'ils avaient fait dans la réalité ses amis, et ses amis sont ainsi nommés. Donc, on va trouver Martin Cassel, le père de Jory Cassel. Donc, Jory, Guillaume, tu peux rappeler qui c'est, ou qui c'était? C'était le capitaine des gardes de Ned. Mm-hmm. Et maintenant, il est mort parce qu'il a été tué lors de l'attaque de Ned par Jaime. Il y a 3-4 chapitres à peu près. Et ce Martin Cassel est peut-être le frère de Roderick Cassel, car on sait que Roderick est l'oncle de Jory. Un homme du nom de Theo Wool, donc pas d'informations sur lui, déjà cité ou dans les appendices. Juste reviens sur Martin Cassel, parce que on sait qu'il va mourir du coup dans le chapitre. Mais c'est marrant parce que du coup Ned il a vu à la fois le père et le fils mourir. Genre vraiment c'est un corbeau pour la famille. On a aussi Ethan Glover, dont on apprend qu'il est l'écuyer du feu Brandon Stark. Bon, on sait que Brandon Stark a été torturé puis tué par Aerys II, le roi fou, au début de la rébellion de Robert. Et si on regarde un peu plus près les Glover, on sait que c'est une des principales maisons vassales des Stark dans les appendices. Et on en connaît 2, donc par ces appendices, qui sont Galbart et Robert Glover.
Bon, alors on avait déjà mentionné Galbart Glover parce que justement Ned avait demandé à Catelyn de lui envoyer un message pour renforcer Motte Cailin avec une centaine d'archers. Oui. Un autre homme du nom de Mark Riswell, donc pas d'informations sur lui déjà cité ou dans les appendices. Holland Reed, donc alors par rapport à ce Holland Reed, on apprend par les appendices que les Reed sont une des principales maisons vassales des Stark, mais il n'y a pas plus d'informations que ça. Et enfin, Lord Dustin. Pas d'informations sur lui déjà cité ou dans les appendices. Tout ce qu'on sait par rapport au chapitre, c'est que, en tout cas, à ce moment-là, au niveau de cette fameuse tour de la joie, il montait un étalon rouge. Comme Drogo. Ah oui, Drogo, il monte j'ai oublié les... Si, il monte un étalon rouge. Les hommes, tu vois. La couleur du sang. Moi, je préfère le blanc de Daenerys, mais je préfère les étalons blancs, je trouve ça un peu plus... Parce que t'es un prince charmant. Les souvenirs de Ned sont flous, mais contiennent certaines informations précises, comme le fait que cette tour de la joie serait située aux alentours de Dorne. Alors, on n'a que très peu parlé de Dorne depuis le début de ce tome, car en fait, on a pour l'instant que très peu d'éléments à y situer. Sauf peut-être la femme de Rhaegar Targaryen, Elia Martell. On sait que la famille Martell, c'est la famille régente de Dorne, et je voulais, avant de continuer de ce chapitre, justement qu'on fasse un petit point sur la famille Martell et par extension Dorne, puisque comme j'ai dit, on en a que très peu parlé. Donc Guillaume, je te laisse faire un point dessus. Qu'est-ce que tu veux que je raconte exactement sur la famille Martell? Alors qui règne sur Dorne, et puis un peu la généalogie de la famille Martell. D'accord. Donc du coup, on a la capitale de Dorne, c'est Lancélion, et on a dans les appendices décrit comme sire de Lancélion, donc le chef de la famille Martell et de Dorne, par conséquent, Doran Nymeros Martell. Il a une épouse qui s'appelle Melario, donc qui vient de Norvos. Ouais. Ils ont 3 enfants, donc Ariane, Quentin et Tristan. Et Doran a des frères et sœurs. Donc on l'a dit, Elia Martell, qui était la femme de Rhaegar, qui a été tuée lors du sac de Port-Réal, qui est Oberyn Martell, qui est surnommée de manière très classe la Vipère Rouge. Ok. Maintenant, passons aux 3 membres de la garde royale qui sont aussi nommés. En replaçant tous les éléments dont on parlera à la fin du chapitre, on sait que ce sont les gardes royaux d'Aerys Targaryen, le roi fou. Premièrement, on a Arthur Dayne, l'épée du matin. D'ailleurs, il porte une épée qui semble être caractéristique et connue du nom de Aube. Donc, l'épée du matin, Aube. Ouais. Ça a pas l'air d'être de l'acier valérien, c'est pas décrit comme ça. Non, c'est vrai que, généralement, plus quand on parle d'une épée en acier valérien, on nous le dit. Ouais. Peut-être que c'en est une, hein, mais En tout cas, ça, elle a l'air vraiment particulière. En même temps, je pense que si elle est nommée et si on le surnomme d'une telle façon, soit c'est par rapport à ses qualités d'escrimeur, ou soit c'est par les spécificités ou les qualités de son épée. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de notion d'autres épées spéciales à part les épées en acier valérien, je crois, depuis le début. Non. Alors, on avait déjà parlé d'Arthur Dayne dans un des chapitres de Catelyn, où elle se questionnait sur l'identité de la mère de Jon Snow. Donc Guillaume, est-ce que tu peux rappeler pourquoi? On n'avait pas parlé d'Arthur Dayne en particulier, je crois. On avait parlé d'une autre Dayne. Ashara Dayne, on avait... Oui. C'était... Justement, c'est en parlant d'Ashara Dayne qu'on avait parlé d'Arthur Dayne. Alors, Ashara Dayne, ce nom est venu parce que lorsqu'on quand on discutait de la potentielle mère de Jon Snow, c'était une des rumeurs qui circulait à Winterfell concernant l'identité de cette mère, et le nom d'Ashara Dayne est venu. Et il me semble que quand Catelyn est venue demander un peu des comptes à Ned sur cette Ashara Dayne, c'est l'une des seules fois où il l'a rembarré un peu sévère, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, ce qu'on a dit, c'est que en gros, quand Ned il a vaincu Arthur Dayne,
il est venu en fait restaurer son épée à Shara Dane. Voilà. Ouais, voilà, ouais. C'est ça. Donc ce Arthur Dane était, à ce que l'on disait, le plus redoutable des 7 chevaliers qui formaient la garde personnelle d'Eris le Fou. Et donc les Dane sont d'ailleurs une famille vassale de la maison Martell, qu'on vient de citer. En deuxième chevalier, on a Oswell Went, la famille Went étant la maison régnante sur Harrenhal, maison vassale des Tuiles du Vivzeig, avec comme emblème la chauve-souris. Et est-ce que tu te souviens, Guillaume, de celle qui est la maîtresse de la maison Went en ce moment? C'est Sheila Went. Exactement. La dame de Harrenhal. Exactement. Et le troisième garde royal, et d'ailleurs le capitaine de la garde royale d'Eris le Fou, Gerold Hightower, le taureau blanc, Lord commandant. Et donc, Bran l'avait déjà évoqué dans un de ses chapitres, en citant les plus fins breuteurs de la garde royale. On connaît maintenant 5 membres de la garde royale d'Aerys Targaryen au moment de sa mort. Est-ce que tu vois les 2 de plus qu'on connaît? Donc il y avait Barristan Selmy. Ouais. Et le Jaime. Et Jaime. Voilà. Donc il nous en manque que 2 à connaître. Après à connaître, pas comme si voilà, mais en tout cas c'est quand même des informations qui peuvent être importantes pour comprendre tout ce qui s'est passé pendant la rébellion de Robert. Ned s'avance alors parce que bon voilà, on est au moment du rêve où Ned il est accompagné de ses 6 compagnons et qui s'avance vers les 3 membres de la garde royale au niveau de ses tours de la joie. Ned s'avance alors et déclare qu'il les avait cherchés lors de la bataille du Trident, là où Robert avait tué son ennemi mortel, Rhaegar Targaryen. Et j'adore la manière dont les chevaliers de la garde royale répondent à Ned avec une telle nonchalance. Je sais plus exactement ce qu'ils disent, mais c'est génial, c'est superbement bien écrit. Et bon, le Stark continue. Il ne les avait pas aussi trouvés à Port-Réal, tandis que Jaime tuait Aerys II. Même réponse des gardes royaux. Et Ned ne s'arrête pas. Il ne les avait aussi pas vus lorsqu'il a gagné Accalmie pour faire lever le siège imposé par les Tyrell et les Redwyne. Donc on avait déjà parlé de ce siège. Stannis Baratheon l'a tenu pendant 1 an et a été réduit à manger des rats et du cœur de botte. Et donc quand il est arrivé, les Tyrell et les Redwyne ont ployé le genou et ont juré fidélité à Robert. Et à ce moment-là, je crois que c'est Gerold. Non, c'est Oswell Went. C'est Oswell Went qui dit oui, mais nos genoux ne sont pas aussi souples. J'ai crié en lisant cette phrase. C'était vraiment là, c'est voilà quoi, c'est ce qu'on aime. Tu sais, c'est un peu comme les scènes du manga, genre Bleach et tout. Tu commences à avoir la pression spirituelle qui arrive. Oui. Tu sais, tu sens vraiment les mecs ils ont confiance en eux quoi. Ouais. Les mecs, tu sais en plus quand t'es à la fois doué les joutes verbales comme ça, les dichotomies, c'est génial. Nos genoux ne sont pas si souples. Ned confirme ensuite que Willem Varys s'est enfui à Père-Dragon avec Elia Martell, enceinte de Daenerys et son fils Viserys. Donc on avait déjà évoqué ce passage, et de même que Willem Darry. Donc si on fait un point sur la famille Darry, elle est actuellement régie par Sir Aemond Darry, qu'on avait aperçu lors du voyage de Robert, Ned et leur maisonnée entre Winterfell et Port-Réal. Et c'était, en fait, les Darry en eux-mêmes sont des loyalistes des Targaryens, comme voilà. Donc on se rappelle que tous les frères de Raymond Darry sont morts lors de la bataille du Trident et qu'il en veut foncièrement à Robert pour cela. Maintenant, parlons un peu de la situation. Donc du coup, si on a une vue d'ensemble, ces hommes-là, ces gardes royaux, ça a quand même l'air d'être des hommes d'honneur. Pendant qu'ils parlent à Ned, ils rappellent même leur serment leur serment, leur vœu qu'ils ont juré à vie. Et le questionnement d'Eddard est loin d'être bête, parce que comment se fait-il que ces membres de la garde royale n'étaient ni au Trident, là où alors c'est pas la personne à qui ils ont juré fidélité, c'est au roi, et à ce moment-là Rhaegar n'était qu'un prince, mais bon c'est quand même à ce moment-là que le futur roi est décédé, alors que Barristan Selmy se trouvait là-bas, on le rappelle, et tu sais, je rappelle, il a même été gracié par Robert Barristan Selmy. C'est ça.
Et ces gardes royaux ne se trouvaient pas non plus auprès de leur roi, à Port-Réal, auprès de qui ils ont juré de protéger, en fait. Ouais. Alors que, bon, Jaime Lannister, il se trouvait là-bas, mais... C'est pas très efficace. En termes de protection, on a vu mieux quand même. Ouais, exactement. Donc, on peut se poser la question, c'est vrai, que faisait-il si loin à Dorne, où pour l'instant, on nous a parlé d'aucun conflit qui s'est déroulé, quoi. Bon, alors, si on réfléchit simplement, ils ont dû recevoir un ordre de quelqu'un. Un ordre de quelqu'un, ouais. Donc, et ça doit être quelqu'un de très haut placé. Donc, soit le roi, enfin, ça peut être pratiquement limite que le roi, parce qu'il se trouvait pas auprès de lui quand il est décédé. Ouais. Donc, c'est le roi, mais c'est surprenant de la part d'Aerys, qui avait l'air d'être vraiment parano, et de pas avoir ses gardes près de lui. Ou sinon, plus vraisemblable, Rhaegar lui-même. Ouais. Pour le coup, parce qu'on sait que, enfin, là, le chapitre est lié à Lyanna, il y a tout un lien entre Lyanna et Rhaegar. Ouais. Donc, ça semble être un ordre, finalement, plus de Rhaegar que de Aerys. Et... Alors, justement, est-ce qu'on peut pas être surpris par ça, du coup? Oui, parce que c'est bizarre qu'ils aient fait passer les ordres de Rhaegar. À moins que peut-être Aerys soit d'accord. Mais je vois pas pourquoi Aerys aurait quelque chose à foutre de Lyanna. Donc c'est vrai que tous les questionnements Ned, ils sont voilà quoi, c'est vraiment des questionnements légitimes et que même le lecteur est en droit de se poser. Après Aerys, peut-être que eux-mêmes considéraient que Aerys n'était plus digne d'être leur commandant, quoi, et que le seul digne dans cette histoire à pouvoir diriger la garde royale, c'était Rhaegar. Après, moi je serais pas parce qu'ils ont l'air tellement tête droit dans leurs bottes, tu vois. Ouais. Vraiment, c'est l'air d'être des hommes qui suivent leur vœu. Je pense que c'est pas des hommes qui vont se dire d'eux-mêmes, non, je ne vais plus suivre quelqu'un qui l'est, tu vois. Que même si c'est pas un homme digne, ils vont continuer à le suivre parce qu'ils ont juré fidélité. Après, peut-être vu que Rhaegar a peut-être quelque chose d'aussi un peu plus vraisemblable, c'est que vu que Rhaegar lui-même menait des batailles, etc., Aerys lui est confié des membres de sa garde royale pour participer à la guerre, et que du coup là il recevait des ordres de Rhaegar parce que Aerys aurait confié à son fils des chevaliers dignes de ce nom. Ah ouais, ça serait c'est pas mal comme théorie, ça. Ouais, donc du coup, de toute façon, ils pouvaient pas recevoir des ordres d'Aerys vu qu'ils étaient pas avec lui. Ouais. Ça j'aime bien. Et c'est sur ces questionnements que s'engagea la bataille entre Eddard et 6 de ses amis contre 3 membres de la garde royale. Et donc, enfin et surtout, les questionnements que peuvent se poser les lecteurs, c'est quel était le lien avec Lyanna, pourquoi elle s'est superposée au souvenir de cette bataille, tout comme la promesse que Ned a semblé lui faire. Donc, Guillaume, si on réfléchit quand même, on peut se douter que Lyanna était présente dans cette tour. Je crois que ça a l'air quand même clair. Parce que il le dit pas texto, mais il le dit pas texto, mais bon, on peut le comprendre, quoi. Ouais. Il dit, voilà, Lyanna, promets-moi Ned, et là, il parle de la tour de la joie, il est 3 membres de la garde royale, donc on peut se comprendre. Oui, c'est des souvenirs qui sont très liés. Et donc on savait déjà qu'il y avait quelque chose entre Ned et c'est parce qu'on avait déjà parlé par exemple d'Olandrid, et que c'est lui qui avait dû détacher les mains de Ned des mains de Lyanna et qui avait dû les séparer, quoi. Ouais. Et là on parle de couche sanglante, etc. Donc là on commence vraiment à entrer dans la théorie pure. On avait déjà parlé, voilà, que entre Lyanna et Rhaegar, c'est possible que voilà, ce n'est pas été un viol, qu'il y aurait quelque chose de consenti. Quand on parle de couche sanglante, on peut se douter que peut-être c'est pas simplement juste sa mort, mais voilà, il y aurait sûrement un accouchement. Hein. Ouais, qui aurait mal tourné du coup. Et donc si on commence à faire le lien entre tout ça, en gros, après tu rajoutes des trucs où tu m'en parles, mais ça voudrait dire que on savait que Robert aimait Lyanna, mais que cet amour était pas réciproque. Je crois qu'on avait déjà dit que Lyanna était au courant de tous les sauteries de Robert, quoi. Et ça se voit qu'elle était pas très très d'accord avec ça. Que Lyanna sûrement
quand elle dit promets-moi Ned, c'est alors ça peut superposer à beaucoup de choses. Est-ce que c'est promets-moi Ned de pas dire que j'étais amoureuse de Rhaegar, ou promets-moi Ned que tu ne révéleras pas l'identité de la réelle identité de Jon, quoi. ouais, parce que oui, du coup Oui. si on fait le lien, c'est que Jon du coup serait cet enfant. Ouais, voilà. Et que bon, ça répondrait à beaucoup de questions, quoi. Ouais. Pourquoi c'est tabou, pourquoi l'identité de la mère de Jon c'est tabou. Oui, parce que du coup on sait que bon, si vu comment la réaction de Robert Ouais. à l'annonce de la grossesse de Daenerys. Alors si on lui annonce que le fils de Rhaegar est Lyanna, il a encore là, il lui donne pas 3 mois. Là, il fait route unique vers Winterfell. À mon avis, Robert déjà, il fait un AVC. Ouais. Genre, il entend ça, il fait un AVC. Non, c'est ça. Mais franchement, la réaction qu'il avait eue quand il a pris tu sais, je crois qu'il a dit la garce est grosse. En tout cas. Donc après, je sais pas. Tu vois, est-ce que tu penses que Robert peut pas avoir un soupçon de remords parce que c'est l'enfant de Lyanna? Je pense que quand il le voit, tu vois, il voit juste... Ouais, il voit juste Rhaegar. Quoique, justement. En fait, on dit que Jon, il a plus ces caractéristiques des Stark. Tu vois, il a pas les yeux indicaux des Targaryens. Je pense, c'est impossible de prévoir sa réaction parce il serait dans un déni de fou furieux, à mon avis. Puis même, ce serait une trahison de Ned, ça serait compliqué, hein. Ce serait une trahison de Ned, il serait dans un déni et je crois il brûle. Ouais, peut-être qu'il pèterait un plomb, il tuerait plein de gens parce que il pourrait pas l'accepter. Il dirait vous êtes des mythos, vous essayez de me manipuler ou je sais pas quoi. Enfin, genre il pèterait un plomb, il arriverait pas à y croire. Et donc du coup, donc les gardes royaux, ils seraient là. Enfin, du coup, si on réfléchit bien, parce que Rhaegar les aurait envoyés afin de protéger Lyanna. Et c'est pour ça qu'il va peut-être leur envoyer à Dorne si loin pour qu'elle soit à l'abri, pour que personne puisse la voir. Parce que bon, loin du conflit, quoi. Ouais. Oui, parce que Dorne déjà c'est loin, c'est très loin au sud. Et puis bon, je pense pas que de Winterfell à Dorne, il y a quand même une distance pour que les gens la reconnaissent, quoi. Que les Martels ne semblaient pas être impliqués dans cette rébellion. A priori. Bah si, parce qu'à cause de. Ah oui, à cause de Elia. Mais en tout cas, en tout cas, on n'a pas de notion de conflit qui soit passé à Dorne. Ouais. Ça c'est sûr. Donc voilà, ça c'est un peu la théorie commune de ce qu'on pense, mais qui paraît, quand on le dit comme ça, quand on rassemble tous les détails, ça paraît évident. C'est vrai que ça saute pas au coup d'œil. Mais quand on voit toutes les petites choses, tu sais que, je te rappelle Ned en sortant du bordel qui disait oui, Rhaegar, ça semblait pas être un homme à aller voir les putes. Oui. Tu sens que, en fait, ça sent que Rhaegar l'a pas violé. Ouais. Qu'il y a pas eu de, parce que quand Ned en parle comme ça. Il tenait Rhaegar avec il y avait une certaine estime de Rhaegar, quoi. Alors que normalement, quand c'est celui qui est censé avoir violé ta sœur, il y a pas ce genre d'estime, quoi. Ouais. Ok, Rhaegar a envoyé 3 membres de sa garde royale pour protéger Lyanna. Mais il a envoyé que eux. Enfin, je veux dire, Rhaegar, je suppose qu'il sait que c'est pas ces 3 membres de la garde royale qui vont faire accoucher Lyanna. C'est obligé, enfin, je veux dire, s'il les a envoyés, c'est obligé que Lyanna, elle est soit, une dame qui s'y connaît dans les arts de la couche. Ouais, voilà. Même une dame de chambre ou, tu vois, c'est obligé qu'il y ait une autre dame avec elle pour pouvoir la faire accoucher. Il va pas, en plus, voilà, je suis pas sûr qu'il a envie qu'un des gardes royaux ou la chatte de Lyanna qui est en train d'accoucher, quoi. Donc, non, mais, en vrai de vrai, si on réfléchit, c'est impossible qu'elle soit seule en tant que femme. Et en plus, on dit qu'elle est dans la tour de la joie. Enfin, je crois pas que les 3 hommes vont la laisser toute seule, sachant qu'elle peut accoucher à tout moment, quoi. Parce que Ned, quand il parle de la couche sanglante, on se dit bien que Ned, il est pas resté 2 mois, là, tu vois. Donc, s'il arrivait qu'il parle de couche sanglante, c'est qu'il y en a, soit elle venait d'accoucher, soit elle était en train, soit, tu vois. Ouais. Et je vois pas qui l'envoyait seul. Là, t'es en train de réveiller le médecin en moi. Alors, ça se trouve, elle a fait un hématome rétroplacentaire ou elle a fait une prééclampsie, tu vois, je sais pas quoi. Enfin, ça se trouve, elle a fait une complication et genre, en mode, c'est la vie du bébé ou sa vie à elle et genre, elle a fait, ouvrez-moi le ventre, je m'en fous, je veux qu'il sorte vivant, tu vois. Ça se trouve, elle a une césarienne en urgence, je sais pas quoi. Admettons. Mais il faut forcément que quelqu'un s'y connaisse avec elle. Ah, mais ça se trouve, il y avait une sage-femme avec elle, mais elle a pas pu sauver la vie de Lyanna, tu vois. Non, mais là, ce que je veux dire et tout, c'est que
je pense même plus qu'une seule, enfin, il y avait forcément une femme de confiance, quelque chose comme ça. Enfin, je veux dire, il allait pas l'envoyer seul. Et c'est là que je me dis, mais après, là, c'est moi qui parle lourd, hein. Bah, j'en sais rien. Mais, je me dis que c'est peut-être là qu'on pourra inclure ce fameux nom, d'Ashara Dane, qui du coup, peut-être aurait été auprès de Lyanna. Et du coup, qui ferait lien. Ou ce nom de... Willa. Ouais, le nom de Willa, dont... Genre, ce serait une sage-femme. Dont... Alors Willa, on le rappelle, hein, quand Robert sur la route entre Winterfell et Port-Réal, voilà, ils étaient en train de partir toute la maisonnée. Robert a demandé à Ned, qui était encore la femme du bâtard de Jon Snow. Et après, il dit un nom, il fait, ah non, ça, c'est la mienne. Ouais. Walda, je crois, un truc comme ça. Non, peut-être pas Walda. Bon, bref, il dit, non, Becca. Mais, en gros, Ned répond qu'elle s'appelait, Willa. Donc, je pense qu'il y a une des deux, soit Ashara Dane, soit Willa, qui était une des dames de compagnie de Lyanna au moment de l'accouchement, quelque chose comme ça, ou qui l'accompagnait. Alors, si on réfléchit Après, le chemin, il devait pas, si c'était Ashara Dane qui était là, le chemin pour rendre l'épée, ça devait pas être très long, hein. Il a monté un escalier, il a fait, tiens, l'épée de ton frère. Bah, si, mais, ouais, ok, elle se trouve à Dorne, mais après, on sait pas dans quel coin. Si, on sait qu'elle se trouve au Météore, mais on sait pas où ça se trouve exactement, la Tour de la Joie. Ouais, bon. Mais, imaginons que ce soit Ashara Dane. Bon, après, Ashara Dane, j'en suis moins sûr. Pourquoi? Parce que les Dane, on l'a dit, c'est des bannerets des martels. Je vois pas à quel moment Lyanna aurait pu, tu vois, la rencontrer. Pour l'instant, en tout cas. Via Arthur Dane, pourquoi pas? Pourquoi Lyanna aurait... C'est vrai que de toute façon, on connaît pas encore les circonstances de leur rencontre à Lyanna et Rhaegar. Donc, c'est un peu compliqué de faire tu vois. Mm. Après, peut-être que, ouais, comme tu dis, peut-être que Ashara Dane, par Arthur Dane, mais ouais, un truc comme ça. Et Willa, comme on n'a aucune information sur elle, bon, ouais, ça peut être n'importe qui. Mais en tout cas, je me dis que ça doit être une des deux qui a dû l'accompagner, quoi, parce qu'elle peut pas y aller seule. Ned se réveille alors de ses songes, réveillé par Vianpool, l'intendant de Winterfell. Celui-ci lui apprend que sa jambe est désormais plâtrée et qu'il a dormi durant 6 jours. Donc voilà, Ned, il est aussi sleepy que Catelyn, là, quand elle a fait son coma de 1 semaine ou de 10 jours, je sais plus quoi. Tu sais, après que Bran était attaqué, là. Enfin, en fait, il a été attaqué, son loup, l'a secouru, et du coup, Catelyn, elle s'est sentie un peu, voilà, rassurée. Ouais. Et elle a fait, je sais plus combien de jours elle a dormi. Elle a pas dormi genre 5 jours, ou je sais pas, genre, Ouais. 3 jours. Je sais plus. Elle a duré, plusieurs jours. Mais Ned n'a pas le temps d'avoir une convalescence digne de ce nom. Robert l'a mandé dès qu'il se réveillerait. En se rappelant que Jory Cassel était à présent décédé, il fait appeler son remplaçant Aline. Il apprend plusieurs choses par son garde. D'abord que Jaime Lannister est allé rejoindre son père, Tywin Lannister, sur leur terre à Casterly-Rock. Deuxièmement, que ses filles sont en sécurité, mais s'inquiètent chacune à leur manière pour leur père, et qu'on a chargé les Sœurs du Silence de convoyer les corps de Jory, Eoward et Will jusqu'à Winterfell, là où Jory pourrait reposer aux côtés de son grand-père, car son père, Martin Cassel, dont on vient de parler, un des amis accompagnant Ned à Dorne, la Tour de la Joie, avait été enterré près de la fameuse tour dans le sud. On apprend d'ailleurs le nom de cette tour, ou plutôt bon, voilà, en fait j'ai mis dans mes notes, mais depuis tout à l'heure on en parle, mais du coup le nom de cette tour, ou plutôt c'est le nom que Rhaegar lui avait donné, la Tour de la Joie. Et donc du coup ça rajoute quelque chose, parce que si c'est Rhaegar qui l'a nommé comme ça, la Tour de la Joie... Oui, c'est que ils ont passé de très bons moments. Ah ouais, tu vois ça comme ça? Ouais, je sais pas. Moi je voyais plus comme... justement, il savait que c'était là où Lyanna allait accoucher, et du coup par rapport à ça, il l'a nommé Tour de la Joie... Non, je pense c'est juste qu'ils y ont passé de bons moments là-bas, et que c'est leur petit coin de paradis, quoi. Ouais, ça guerre se gare, genre. Ah ouais, bon, on dit il dit que Ned, il dit que Rhaegar, c'est pas un homme à aller voir des putes, mais là, depuis tout à l'heure, on est quand même en train de dire qu'il a trompé sa femme, hein. Je sais, il est marié à ce moment-là, Rhaegar, donc ouais, il est pas, limite, hein. Non, mais peut-être c'était un mariage d'alliance avec Elia, et que là, c'est l'amour, c'est le vrai. Et donc?
Et donc, ça cautionne la tromperie. L'amour est au-dessus de tout. Mais l'information la plus importante est qu'il n'y avait que 2 survivants à cette bataille de 7 contre 3. Eddard Stark, bien sûr, mais aussi Holland Reed, un petit pontonnier semble-t-il. Bon, les pontonniers, c'est ceux qui sont chargés de mettre les ponts sur les cours d'eau. Et c'est vrai que depuis tout à l'heure on n'a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi Holland Reed qui a survécu parmi ces 10 combattants. Et ce Holland Reed, là, faut le trouver. Là, je veux dire, à part Ned, ça a l'air d'être le seul d'être au courant véritablement de ce qui s'est passé là-bas, quoi. Ouais. Donc on sait que voilà, ça c'est un paludier qui vit sur les palus dans le Neck. Mais moi je veux qu'on aille le trouver, ce gars-là, parce que lui c'est des choses. C'est des choses. Donc Holland Reed doit retenir. Hein. Le chapitre se continue par la visite du roi Robert et de la reine Cersei dans les appartements de Ned. Avant de commencer, Robert lui propose un vin de la treille. Donc bon, petit point sur la treille. Le sire, c'est Sir Paxter Redwine, qui est marié à Mina, de la maison Tyrell, et ils ont ensemble 3 enfants. Horace et Oberyn, qui sont surnommés par Sansa et Jane Poole, Horreur et Baveur, et Desmera, leur 3e enfant. Bref, bon, les vins de la treille ont l'air d'être des vins assez connus. Les Bordeaux, quoi. Ouais, les Bordeaux de cette couronne. Et bon, la Treille, c'est une petite, je crois que c'est une île, hein, c'est une petite île qui se trouve très au sud-ouest, genre à côté de Villevieille. Donc, est-ce que Guillaume, tu peux nous dire quelle est l'attitude de Cersei par rapport à Ned et celle de Robert et surtout, bon, quelle est la raison de leur colère, quoi. Bah, en tout cas, Cersei, là, elle essaie de renverser la situation. Elle accuse Ned d'avoir agressé Jaime à la sortie d'un bordel, d'être complètement bourré et tout. Bon, ça va, je pense que Robert, il essaie de calmer un peu la situation. Ouais, il essaie de calmer le jeu un peu, quoi. Mais bon, du coup, Ned fait croire que c'est lui qui a donné l'ordre à Catelyn d'enlever Tyrion. Et Ned, il est assez furieux envers Jaime à cause de la mort de ses hommes. Normal, quoi. Ned s'emporte alors contre Robert quand il évoque la maison de Catin d'où il revenait, parce que dans cette maison se trouvait son enfant, que la mère avait nommé Barra. Bon, Baratheon, haha. Et bref, Ned demande à Robert de ramener Jaime à Port-Réal afin qu'il soit jugé du meurtre de ses hommes. Robert refuse, disant que les comptes sont bons, avec des morts des 2 côtés, et que c'est une affaire classée. Il se mouille pas beaucoup, hein. Ouais, franchement. Ouais, est-ce que c'est pas le rôle d'un roi? Vraiment de garder le statu quo, de joindre les 2 bouts, d'essayer d'être assez juste. Ouais, je sais pas si on appelle ça juste, hein. Je crois juste emmerder les emmerdes avec sa femme. Ouais, ça va. On sent que tout le comportement de Robert, ça consiste à se voiler la face de ce qu'il y a autour de lui. Un peu comme le jugement qu'il a fait par rapport à, ou le jugement qu'il n'a pas fait par rapport à Lady, hein. Oui. De Sansa. Donc, cette conversation, elle est suivie d'une gifle de Robert à Cersei. Et que je crois que je sais plus ce que Cersei lui dit oui, je l'arborais comme un signe de distinction. Voilà. Il répond, Arbor, mais en silence, je vais te distinguer de toi. C'est pas bien, on rigole dans un podcast tous public de violence conjugale. Je pense que taper Cersei, ça dépasse la question des violences conjugales. Ça fait juste plaisir, quoi. Ça fait juste plaisir. Le roi fait sortir sa femme de la pièce par un de ses gardes royaux, Meryn Trent, et fait part à Ned de son désarroi lorsqu'elle n'est plus présente. Car oui, il n'aurait pas dû la frapper. Eddard souhaite parler à Robert, mais celui-ci en a marre, il ne veut rien entendre. D'ailleurs, il part chasser le lendemain dans le bois du roi, et si Ned souhaite lui parler, ça sera à son retour. En partant, il redonne à Eddard sa broche de main du roi et leur donne de retourner à son poste. Malgré leurs différends sur le sort réservé à Daenerys, ce qui n'a pas changé. Alors, en partant, il redonne à Eddard sa broche de main du roi et leur donne de retourner à son poste. Malgré leurs différends sur le sort réservé à Daenerys,
ce qui n'a pas changé. En clôture de ce chapitre, il menace Ned de donner le poste de main du roi à Jaime Lannister s'il le refuse. Donc ça fait ça fait beaucoup de postes pour Jaime, hein. Parce que bon, là on sait qu'il est membre de la garde royale. On sait que il est quoi d'autre? Oui, en fait, il doit être Robert lui a donné le poste de gouverneur de l'Est. Ah oui, à la place de Robert Arryn. Exactement. Et donc maintenant, il voudrait aussi lui donner le poste de main du roi. Donc là, voilà, le cumul des postes, quoi, le cumul des mandats. Ouais. Et en plus, on sent que Sire de Castral Rock, même s'il a techniquement pas le droit, bon là, je pense qu'il a dépassé la question de avoir le droit ou pas. Mais bon, techniquement, on sent que voilà, le Sire de Castral Rock, le titre, c'est pour lui. Ah, tu trouves? Ouais, bah c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas trop d'explications par rapport à ça, parce qu'on sait que bon, je crois qu'on a déjà parlé, hein, mais bon, les vœux de la garde royale, c'est des vœux à vie. Oui, mais là, il est gouverneur de l'Est quand même, tu vois. Ouais, mais est-ce que c'est pas un titre qui s'hérite, ouais, tu vois, oui, c'est pas un héritage, mais. Mais c'est vrai que le titre de Castral, bah ouais, bon, vu à quel point Jean Tyrion, il se dit détesté par son père. C'est vrai que ça a l'air curieux de se dire que son père, bon après il est obligé, hein, je veux dire, t'es mort, qu'est-ce que tu vas faire de l'au-delà? Mais oui, on a plutôt l'impression que ça reviendrait à Jaime, t'as raison. Et du coup, c'est sur ça que je vais finir le chapitre. Bon là, ça serait pour les gens qui ont vu la série, mais c'est que en fait, Jaime dans la série, il est vachement plus soumis que le Jaime des livres. Ouais, bah techniquement dans la série, il attend devant la chambre de Robert. Et Robert le force à monter la garde devant la chambre quand il se tape des putes pour humilier Cersei, quoi. Ouais, exactement. Pour humilier Jaime par la même occasion, du coup. Alors que là, tu sens que dans les bouquins, en fait, Robert il est totalement soumis au Lannister. Ouais. Que ce soit au père ou au fils, quoi. Enfin, au fils, voilà, mais tu sens que voilà, en tout cas, il a pas du tout le même. Enfin, le traitement de Jaime dans la série, il est c'est inventé. Ouais. Ça, c'est inventé, ouais. Donc voilà, on a terminé pour ce chapitre. On avait déjà fait, mais donc on vient de refaire. On espère qu'on l'avait pas trop senti et que vous avez quand même apprécié de nous écouter parce que bon, ce chapitre est quand même excellent. Vraiment, c'est vraiment un des meilleurs chapitres. Et nous, en tout cas, on a pris du plaisir à en parler. Et puis voilà, vous pouvez continuer l'aventure avec nous. Sur les réseaux sociaux ou par mail. Vous pouvez nous poser des questions ou rajouter des trucs qu'on n'a pas forcément vus. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. À la prochaine.